لم يجرؤ أي جنرال على دمويته أن يقول للجزائريين واش ربما ندخلوا النساء، نساكم للجيش. يعني لهيتوا بالرجال اللي راكم تحقروهم وتظلموهم باش تزيدوا تدخلوا النساء. ما كفاكمش النساء اللي دخلتوهم اكتيف وكونتراكتيال واللي راكم دايرينهم جواري، تريدون ان تدخلوهم ابناء حتى الخدمه العسكريه. ما حمام كبير حتى لا اقول شيء اخر. تريد ان لا يكون هناك شيء اسمه اخلاق ولا كرامه لان ما عندكمش كرامه. عشتم بلا كرامه، تربيتوا بلا كرامه، وكانت الكلاب اشرف منكم وانا ازين كلماتي. مهما يقال على فترة التسعينات وكانت دموية وإجرامية بلا حدود، لكن لما جيت انت كان التدمير نتاعك أكثر وأكثر وأكبر وأخطر. اليوم تعطى المناصب، لا أقول للنساء، أقول في الغالب تعطى المناصب المليحة والحقيقية للفاجرات. وراكم شفتوا واش راهم يديروا الأميال، وما يخفى أعظم. هذه سياستك يا عبد العزيز ويا السعيد. اليوم تدمير للأسرة. La participation des femmes dans la lutte de libération nationale s'est distinguée dans l'action prenant les armes, ce qui marquera un tournant dans le devenir de celle-ci de par le respect des autres. La femme va abandonner le voile pour les besoins de la révolution du fait de l'importance qu'elle revêtait à ses yeux, et le risque de la mort était devenu pour ces Algériennes le quotidien, entraînant parfois leur famille dans leur sillage face à une entité coloniale déterminée à briser le lien qui l'unissait à l'homme de par les nouveaux rapports. Aussi la révolution va développer chez elle un besoin accru et une soif de liberté. La femme algérienne a, dès le début de l'insurrection armée, été aux côtés de l'homme, que ce soit dans les organisations civiles, dans les réseaux de soutien ou même dans les maquis, souvent comme aides-soignantes. Beaucoup d'entre elles sont tombées au champ d'honneur, dans des embuscades ou des bombardements de l'armée ennemie. Mais c'est la bataille d'Alger qui lui permit d'accéder, pour la première fois, au rang de combattante au sens plein du terme. Ce fut sans doute l'unique fois dans l'histoire de la révolution algérienne, que la femme se vit confier une tâche de guerre aussi directe. Désignée par le qualificatif réducteur de poseuse de bombes dans les livres d'histoire français, ces jeunes filles, souvent instruites et modernes, n'ont jamais accepté un autre rôle que celui que leur dictait leur conscience de patriote et leur mission de fidayat, terme que les mêmes historiographes colonialistes traduisent par terroriste, qui leur est assigné par l'organisation. Beaucoup d'entre elles avouent le chagrin qu'elles ont enduré, après les attentats meurtriers qu'elles ont menés contre des cibles civiles européennes, où l'on dénombrait dans le lot des enfants ou des femmes innocentes. Mais il est un fait que le commandement du FLN/ALM de la zone autonome d'Alger a été contraint de lancer pareille action, seul moyen à ses yeux de repousser l'impitoyable répression qui s'abattait sur les militants, mais aussi sur toute la population algérienne. Face à une mobilisation de plus de 10 000 parachutistes et à la systématisation de la torture dès 1956, les dirigeants de la révolution au niveau de la capitale créèrent un réseau de femmes chargées de poser des bombes dans des lieux choisis, pour donner la réplique aux exactions atroces et quotidiennes des soldats français dotés désormais des pleins pouvoirs. Le recrutement de ces jeunes femmes s'est fait rapidement et dans la discrétion la plus totale. Selon un recoupement de récits sur cet épisode de la révolution algérienne, l'on dénombrait une douzaine de fidayat, 8 seulement étaient restées en vie après l'indépendance. Parmi elles, des Françaises de souche, à l'image de Daniel Mine, devenue Jamila Amran, après son mariage avec le moudjahid martyr Khalil Amran, ou encore Raymond Péchard, tombé au champ d'honneur en Vilayat 3, le 26 novembre 1957. Cette présence de militantes françaises de la cause algérienne procurait un argument supplémentaire de la justesse de cette cause et de l'universalité de son message. Chose que les auteurs colonialistes tenteront d'ignorer pendant longtemps. Des hommages sont chaque année rendus à celles qui sont mortes au champ d'honneur, à Hassiba Ben Bouali, icône du martyr, tué le 8 octobre 1957, avec Ali Lapointe, Petit Omar et Hamid Bouhamidi, à l'intérieur de cette fameuse casemate dans laquelle ils s'étaient réfugiés, encerclés par les parachutistes du général Massu. D'autres ont eu un autre sort, moins tragique, mais souffriront le martyre dans les geôles coloniales, sous les supplices de bourreaux sadiques. Il y a les trois Jamila, elles étaient jeunes, belles et ambitieuses. D'abord, Jamila Bouaza avait 19 ans lorsqu'elle intégra le réseau, et fut chargée de plastiquer le bar Kokardi, le 26 janvier 1957. À son actif aussi d'autres actions aussi héroïques. Arrêtée, elle ne sera libérée qu'à l'indépendance de l'Algérie. Puis, Jamila Boupacha, de même âge, qui a participé à des actions de guérilla, et posé notamment une bombe à la brasse des facultés à Alger.
Arrêtée, elle sera torturée et violée au cours de sévices, qui durèrent plus d'1 mois, infligés par des éléments de l'armée française. Son affaire a pris une dimension internationale, depuis l'intervention de femmes intellectuelles françaises, comme Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, qui constituèrent un comité de défense en sa faveur. La troisième, Jamila Bouhired, devenue l'égérie de la lutte algérienne dans le monde. Membre active du réseau créé par Yassef Saadi, dont elle deviendra l'assistante, elle fut chargée de recruter des agents de liaison et de fidayat. Elle fut elle-même chargée, le 30 septembre 1956, de déposer une bombe, qui n'explosera pas, dans le hall du Mauritania. Arrêtée lors d'une fusillade en avril 1957, elle a été condamnée à mort. Son exécution fut stoppée par une campagne médiatique menée par l'avocat français Jacques Vergès, avec qui elle se mariera à l'indépendance. Réservée ou taciturne, la plupart des héroïnes encore vivantes de la bataille d'Alger interviennent rarement dans les débats publics, ou à travers des témoignages écrits. L'autre nom illustre, Zora Drich se distingue par une présence constante dans ses échanges sur l'histoire de la Révolution. Née en 1934, elle était âgée de 22 ans, lorsqu'elle accomplit l'action qui allait la propulser au devant de la scène, le retentissant attentat du Milk Bar, exécuté le même jour que 2 autres attentats, 30 septembre 1956, qui a fait 3 morts et une douzaine de blessés. Arrêtée, elle aussi, elle est condamnée en août 1958, à 20 ans de travaux forcés. En prison, elle écrit son témoignage intitulé « La mort de mes frères ». Invitée en 2012 à un forum de débat à Marseille, Zora Drich fut confrontée à des personnes qui étaient présentes au Milk Bar lors de l'attentat de 1956, et dont certains n'hésitèrent pas à la qualifier de criminelle de guerre. Elle a eu une réponse digne et édifiante, « Nous avons pris les armes pour combattre un système. Ce genre de système ne vous laisse d'autre choix que de mourir pour vivre dans votre pays. À titre personnel et humain, je reconnais que c'était tragique, tous ces drames, les nôtres comme les vôtres. Nous étions pris dans une tourmente qui nous dépassait, qui vous dépassait.